Jean-Charles. Voilà, donc bien à nouveau bonjour à toutes, à tous et merci, merci beaucoup à l'INSPE Lille Hauts-de-France de m'avoir invité, ainsi que Marcel Lebrun à partager un peu nos expériences et nos pratiques sur les classes inversées, renversées et d'autres encore qualificatifs. En écoutant l'intervention de Marcel juste avant, j'ai presque eu envie de changer le titre de mon exposé. J'ai inversé ma classe renversée, mais ça aurait pu être finalement, en renversant ma classe, j'ai rencontré le premier, le deuxième et le troisième type de classe inversée, puisque vous verrez qu'à travers ce que je vais vous présenter, eh bien, on retrouve un peu la nomenclature et les croisements que Marcel Lebrun a partagé avec vous. Donc, un des objectifs de la classe renversée, telle que je l'ai montée, qui a aujourd'hui 6 ou 7 ans, ça fait 7 ans que je la pratique, c'était de casser un peu ce transmissif que j'utilisais en cours et que j'aime utiliser. Donc déjà, moi, je ne suis pas un enseignant qui changeait de méthode parce qu'il était lassé de dispenser le cours en magistral. J'aime toujours faire du cours magistral, j'en fais toujours, sauf qu'il se perturbe un peu de temps en temps avec des méthodes, je dirais, plus innovantes. Donc, la proposition qui avait été faite à mes étudiants il y a déjà 6 ou 7 ans et que je continue à leur faire, c'est de leur dire, est-ce que vous souhaitez que je continue à vous faire cours comme ça, de manière scolaire, ou est-ce que vous n'auriez pas plutôt envie qu'on travaille un peu différemment, en mode un peu plus collaboratif? Donc, le principe de la classe renversée, et vous verrez qu'on a utilisé le terme renversé dans le sens où dans cette classe, les étudiants deviennent professeurs et le professeur devient élève. On renverse vraiment les postures de manière importante, même si à des moments, chacun peut reprendre plus ou moins sa place normale. Donc vraiment, l'objectif principal de la classe renversée, c'est de proposer aux étudiants de construire le cours, de le construire en équipe de manière collaborative, puisque dans cette méthode, aucun support ne leur est donné. Aucun livre, aucun site, aucune adresse, aucun document, juste les titres des chapitres. Donc, bien sûr, il y a un programme à respecter. Ce sont des classes de 50 élèves et le niveau est de licence 3. Mais aujourd'hui, à force de travailler dans des colloques, séminaires et autres, on s'aperçoit que renverser des classes, renverser des chapitres, tel que je le fais avec mes étudiants, eh bien, ça va de l'école à l'université, en passant par le collège et le lycée, et dans presque toutes les matières, avec des adaptations, bien sûr. Donc, on explique aux étudiants l'intérêt de la méthode. Nous allons nous comporter un peu comme des collaborateurs et essayer de co-construire les choses. Et même aussi, je leur dis, comme Marcel, étonnez-moi que le chapitre sur le coronavirus ou le chapitre sur la vaccination contre le virus de la grippe puisse être un peu différent que le sempiternel chapitre que j'ai l'habitude de produire en cours. Donc, pour cela, on utilise un peu des méthodes vraiment outillées, donc des méthodes qui sont inspirées de méthodes de co-design ou des méthodes de travail collaboratif. La première petite astuce, c'est la composition des équipes. Donc, pour constituer mes équipes d'étudiants, ce sont des équipes de 6 élèves, eh bien, on fait un casting, une composition bien organisée. Dans chaque équipe, dans chaque groupe, eh bien, on met des étudiants avec des niveaux différents. On ne laisse surtout pas les étudiants se regrouper par affinité ou même au hasard. Donc, on fait des compositions d'équipes dans lesquelles on sait que certains d'entre eux sont bien adaptés au système scolaire, aiment lire, travailler, et d'autres sont un peu plus décrocheurs. Une composition vraiment, je dirais presque au millimètre, avec un petit plus de séparer les affinités. Donc, on s'arrange en travaillant avec mes collègues qui les ont connus les années précédentes, que les meilleurs amis, les binômes et autres puissent être séparés. Et ça permet une très bonne collaboration entre les équipes. Autrement dit, quand on sépare un peu ces affinités, on s'aperçoit par exemple que l'équipe 1 collabore vraiment très bien avec l'équipe 2 ou l'équipe 3 parce qu'ils sont libres pendant la classe, tout est en open space, ils sont libres de pouvoir aller d'une équipe à l'autre et de s'enrichir mutuellement. C'est pour la production des cours qu'ils sont vraiment en casting. Ensuite, il y a des méthodes, vous verrez, quand je vais inverser ma classe renversée, où là, je leur permets, et ils le font de bon cœur, de se regrouper par affinité. Donc, le principe quand même, c'est d'écrire un cours, de le co-construire. Et pour cela, on utilise le numérique. On utilise des plateformes collaboratives de manière à ce que lorsqu'une équipe construit un chapitre, les autres équipes puissent lire ce qui est construit et surligner, corriger. Le copier-coller est permis.
à condition qu'il soit de petite taille et que tout ce qui soit compris dans ce copier-coller soit compréhensible. Autrement dit, copier-coller ce que vous voulez, mais inutile de copier-coller des pages entières, puisque si elles ne sont pas comprises par les autres groupes, eh bien, ce sera surligné et le travail sera à refaire. Donc, pour cela, on travaille avec des méthodes, je dirais, un peu plus graphiques. Les étudiants, par exemple, le premier cours, vont construire le plan des chapitres. On utilise des cartes mentales. Et si un groupe ne veut pas utiliser de cartes mentales, on peut utiliser des schémas, des matrices. Donc, on laisse quand même une liberté à chaque groupe. On propose à chaque fois aux étudiants une façon de faire. Donc, il y a une scénarisation. Ce sont des cours de 2 heures, sans pause, mais avec à chaque fois, tous les 15 minutes, 20 minutes et autres, des petites séquences qui sont proposées, soit en équipe, soit en plénière. C'est intéressant d'utiliser aussi des modes graphiques, puisqu'il y a des étudiants qui sont très doués pour écrire, noter, gratter, on va dire, alors que d'autres sont plus, je dirais, illustratifs. Et en mixant dans ces équipes les compétences, on obtient des plans, des chapitres, des façons d'aborder le contenu vraiment intéressants. Alors, il y a un principe qui est très utilisé dans la classe renversée, ce sont les rotations. Les rotations, ce que moi j'appelle les tableaux tournants. Dans des livres de méthode créative, on appelle ça des dossiers enrichis. Les étudiants travaillent sur des chapitres, par exemple une semaine ou 10 jours sur un chapitre, puis les chapitres tournent, chaque groupe complétant le chapitre des autres en utilisant la plateforme numérique. Mais en même temps, ces méthodes de tableaux tournants, on les utilise en physique, dans la classe. La première année avec des grandes feuilles de paperboard scotchées sur les murs, et dès la deuxième année avec des tableaux en Velleda sur roulette ou des tableaux en Velleda fixés sur les murs. Par exemple, dans un exercice classique, on demande aux étudiants par groupe, expliquez-moi la réplication du chromosome, comment la molécule d'ADN se duplique en deux. Ils commencent à travailler par tableau avec leurs propres sources et toutes les 5 minutes, par exemple, on fait des rotations, charge à chaque équipe de compléter le travail commencé par une autre. Donc, on obtient des résultats un peu collaboratifs et c'est vraiment intéressant de voir un groupe d'élèves qui continue la même réflexion sur un sujet en génétique, mais en essayant de s'accrocher sur le début d'une explication d'un autre groupe. Alors, les étudiants choisissent par eux-mêmes les illustrations, que ce soit dans les chapitres numérisés ou lorsqu'ils font des exposés. Donc, par exemple, ici, vous avez un étudiant qui va expliquer un peu comment un gène de bactérie est régulé en fonction de la présence de glucose ou de lactose dans le milieu de culture. Il y a au moins 3 ou 4 façons de représenter ce mécanisme. Là, l'étudiant a choisi de représenter l'opéron, le gène, la synthèse de la protéine et puis le fonctionnement, je dirais, de la bactérie dans ce cas. On peut imaginer qu'un autre groupe ait choisi une autre illustration ou que l'année suivante, et c'est ce que j'observe, l'année suivante, les équipes prennent d'autres types d'explications. On m'avait dit au départ, ton idée de classe renversée, c'est-à-dire de demander aux élèves de construire le cours par eux-mêmes, ça ne marchera qu'une fois. C'est le fameux yes but. Quand vous essayez d'être créatif et que vous dites, voilà, on va faire quelque chose de nouveau, vous vous heurtez souvent au oui, mais. Oui, mais comment tu vas faire? Oui, mais tu ne peux pas leur faire confiance. Oui, mais ça ne marchera qu'un an puisque l'année prochaine, ils recopieront tel quel. Or, ça n'est jamais arrivé. Et puis, il y a toujours le yes but qui tue, celui du collègue qui vous dit à un moment donné, oui, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, on essaye quand même de franchir ces yes but si on veut transformer un peu des idées créatives en innovation, et en l'occurrence ici en innovation pédagogique. Donc, les étudiants construisent les cours, choisissent les iconographies, et puis, comme ils deviennent professeurs, eh bien, ils passent au tableau. Ils peuvent choisir de présenter certains exposés, ou alors moi, je peux leur proposer de focaliser sur des parties un peu plus fondamentales du cours. Donc, comme je suis devenu l'élève, je vais écouter les présentations, et c'est moi qui vais lever le doigt pour poser des questions. Et je ne suis jamais le seul élève, puisque quand un groupe de 6 étudiants présente pendant 10 minutes un contexte ou bien un fonctionnement d'une enzyme, par exemple, je peux poser des questions, mais les autres étudiants deviennent mes camarades de classe. Et donc, les étudiants au tableau se retrouvent devant une classe complète. Ici, vous avez 2 étudiants qui m'expliquent un peu comment fonctionnent les gènes sur 2 chromosomes d'une même bactérie. On a utilisé cette méthode de la classe renversée dans le sens où on sait tous très bien que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Et là, il n'y a vraiment pas la confusion entre teaching et learning. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner.
Et pour l'enseignant aussi qui veut évoluer dans ses pratiques, on peut même dire que la meilleure façon d'enseigner, c'est peut-être d'apprendre, d'oser apprendre de ses élèves qui vous étonnent vraiment. Ce jour-là, par exemple, l'anecdote que je raconte souvent, c'est que ces deux étudiants, puisque le dessin illustre une situation réelle, hein, tous les dessins que vous voyez illustrent des situations réelles, eh bien, ces deux étudiants m'ont appris que dans certaines souches de bactéries, deux chromosomes étaient présents, un grand et un petit, et ont été capables de m'expliquer un fonctionnement d'une régulation d'un gène que je ne connaissais pas après 20 ans d'expérience en bactériologie. Donc, les étudiants vous étonnent, et quand ils sont étonnants, eh bien, vous les gratifiez au moment de l'évaluation, de manière particulière. Alors, on a pas mal de temps d'exposé dans la classe, hein, puisque les étudiants travaillent en équipe, construisent les chapitres, ils lisent les chapitres des autres, ils s'échangent les chapitres et ils vont surligner à chaque fois les parties de paragraphes qu'ils ne comprennent pas. Donc, tant qu'un groupe construit un chapitre, le rédige et qu'il n'est pas surligné par les autres, eh bien, ça veut dire que la compréhension est maximale. Et moi, étant étudiant, eh bien, je lis ces chapitres et je pose des questions. Mais arrive toujours un moment où il faut exposer. On n'a pas le temps de faire tout le cours au tableau. Donc, on choisit des parties de chapitres particulièrement importantes et on propose des modes de présentation originaux, parce que les enseignants savent souvent que faire travailler des élèves en groupe, ça ne pose pas trop de problèmes. Par contre, au moment de la présentation, c'est un peu plus problématique, parce qu'on écoute le groupe 1, on écoute un peu le groupe 2, et puis au moment où passe le groupe 3 au tableau, eh bien, l'attention diminue, et il y a même des étudiants qui n'écoutent pas, soit parce qu'ils sont déjà passés au tableau, ou alors parce qu'ils sont toujours en train de préparer leur présentation qui n'est toujours pas arrivée. Donc, on a inventé des méthodes de présentation qui, au départ, avaient comme objectif de créer l'attention. Celle que vous voyez ici, ça s'appelle le karaoké. Le karaoké, on demande à un élève de l'équipe 1 de présenter, sans qu'il le sache, 3 secondes avant, un exposé préparé par l'équipe 2. Donc, le karaoké, il va chanter un peu le texte d'un chanteur qui n'est pas lui. Et donc, l'étudiant de l'équipe 1 a 2 ou 3 minutes, 1 ou 2 minutes, c'est un temps très court, pour essayer d'expliquer à toute la classe ce qu'il comprend du schéma préparé par une autre équipe. Bien sûr, il a des notions de biologie, mais la façon dont le schéma est présenté peut le surprendre. Donc, 1 ou 2 minutes pour présenter une slide qu'il découvre. Ensuite, au bout de 3 ou 4 minutes suivantes, on demande au groupe qui a préparé la diapo, donc l'équipe 2 en l'occurrence ici, de compléter, d'infirmer ou de confirmer ce qu'il a entendu. Et dans le troisième temps, aux autres élèves de la classe, dont le professeur devenu élève, de poser des questions. Donc, si vous calculez, hein, une minute de karaoké, 1 minute 30 à peine, 2 ou 3 minutes de complément et 4 à 5 minutes de questions-débat, on arrive sur des séquences qui peuvent faire 10 minutes d'échanges vraiment intéressants. Et on a transformé la présentation de l'élève en un temps d'échange et de réflexion. Donc, le karaoké est une méthode qui fonctionne bien. Une autre méthode que j'affectionne particulièrement et qui est sans doute la plus performante, c'est le ping-pong. Elles ont toutes des noms assez originaux pour permettre de les mémoriser. Dans le ping-pong, il y a une seule représentation. Imaginez que la table que vous voyez ici, c'est une diapo. Là, 2 élèves passent au tableau de l'équipe qui a constitué la présentation et chaque élève ne peut utiliser qu'une seule phrase. Et donc, les phrases doivent se relier l'une à l'autre et constituer un discours cohérent. Par exemple, le premier élève va commencer en disant « Vous voyez ici la structure du coronavirus ». Le deuxième va compléter « À la surface du virus se présentent certains types de protéines ». L'élève qui a parlé le premier va dire « Ces protéines, produites par tel type de gène, sont particulièrement utiles pour la reconnaissance des cellules ». Et le deuxième élève continue « Cette reconnaissance est permise grâce… » Et donc, à un moment, il y a un temps d'attention extrêmement fort parce que les élèves écoutent un peu la construction. Les étudiants au tableau sont obligés de se concentrer. Si le ping-pong fonctionne 1 minute ou 2 et que les élèves sont bloqués, ce n'est pas un problème parce qu'ensuite, on continue. L'équipe qui a constitué la présentation complète corrige et les autres posent des questions. Donc, karaoké, ping-pong. Nous avons aussi la battle, où là, on va attribuer à chacun des 2 élèves une partie particulière. Dans mon cas, par exemple, un des élèves peut parler plutôt de la structure du virus, par exemple, et le deuxième va plutôt parler de la fonctionnalité. Vous pouvez avoir aussi des sujets à controverse dans d'autres matières. Napoléon a perdu à Waterloo, pourquoi il aurait dû gagner, puis vous pouvez créer un débat entre 2 étudiants.
Donc, en fonction des matières, la battle peut induire un débat contradictoire ou vous pouvez focaliser sur des parties de l'exposé. Un exercice aussi que j'apprécie beaucoup, c'est l'éclipse. L'éclipse, c'est parce que les étudiants, souvent, ont des productions très riches, exhaustives. Et donc, sur une diapo ou un ensemble d'illustrations, vous avez par exemple une cinquantaine d'informations. On n'a pas le temps, pendant la séance, de travailler sur l'entièreté du travail. Donc, on va focaliser. Donc, c'est moi qui choisis, au moment de la présentation, donc dès qu'elle est projetée, de dire aux étudiants, c'est seulement ce point-là que j'ai envie que vous m'expliquiez. Pour le reste, on peut vous poser des questions en utilisant un chat ou on peut discuter en groupe. Donc, l'éclipse, c'est vraiment un mode de présentation, de débat intéressant. Vous pouvez focaliser sur un point majeur du cours et en même temps permettre aux étudiants de présenter l'entièreté de leur recherche. Un autre exercice aussi qu'on utilise soit avec les étudiants ou moi-même en cours, quand je reprends des cours de séances un peu plus classiques, ça s'appelle trouver l'erreur. Et ça, c'est un exercice très puissant que vous pouvez même utiliser si vous ne renversez pas la classe. Autrement dit, vous dites à vos élèves, et je le fais faire aussi par mes étudiants, je vais vous présenter pendant 10 minutes un mode de fonctionnement, donc je vais vous expliquer un mécanisme particulièrement important du cours, et pendant ces 10 minutes, je vais introduire sciemment une ou deux erreurs dont vous n'aurez pas les corrections. Charge à vous, en travaillant en équipe, de trouver quelles sont ces erreurs. Et en général, quand c'est moi qui pratique trouver l'erreur, je place une erreur un peu visible au début de l'exposé, au bout d'une minute, et la deuxième erreur au bout de 10 minutes ou 12 minutes à la fin de l'exposé. Et là, je vous garantis que vous obtenez un taux d'attention maximal puisqu'il n'y a pas de correction. Ceci dit, depuis 6 ou 7 ans, les étudiants trouvent toujours par équipe les erreurs que l'on a dissimulées. Un autre exercice qui est aussi très intéressant et qu'on utilise en colloque aussi, en congrès avec des chercheurs ou des enseignants, puisque l'outillage de la classe renversée peut permettre aussi d'avoir des idées dans le cadre de travail avec des chercheurs, des équipes d'enseignants, mais aussi avec des entreprises, et inversement, c'est le PowerPoint muet. Le PowerPoint muet, il y a une projection qui est faite. Bon, là, ce sont des mathématiques sur ce dessin, mais on peut faire la même chose avec de la génétique. Le PowerPoint est projeté sur le tableau et là, interdiction de parler pendant 1 à 2 minutes. Et chaque groupe d'élèves doit essayer de noter ce qu'il comprend de la projection. L'équipe qui a préparé le PowerPoint attend et au bout de 2 à 3 minutes, les groupes d'étudiants vont s'exprimer. Et l'élève que vous voyez lever le doigt ne pose pas sa question personnelle, il pose obligatoirement la question préparée en équipe. Donc, un PowerPoint muet de 2 minutes, un temps de réflexion de 3 à 4 minutes, et puis les élèves vont lever le doigt pour dire ce qu'ils ont compris de la projection. Et ensuite, l'équipe qui a réalisé le travail va pouvoir dire c'est ce qu'on a voulu dire ou pas. Voilà, donc plein d'exercices. Au bout de quelques semaines et au fur et à mesure de la construction des cours, les étudiants vont voter. Donc, il y a un système de vote pondéré. Ils vont mettre des points, ils ont un pool de voix et ils vont répartir des points sur des chapitres pour les évaluer. Mais pas pour évaluer le niveau scientifique du chapitre, pour évaluer le niveau de compréhension qu'ils ont. Et donc, les chapitres qui obtiennent le plus de voix sont ceux qui sont le mieux compris par les autres étudiants, et inversement. Et la consigne est la suivante, c'est que pour l'examen, eh bien, ils savent que plus de la moitié des questions seront focalisées sur des chapitres les mieux classés, ce qui va obliger les étudiants dans la construction des cours à faire un effort pédagogique et ce qui va obliger aussi les étudiants à évaluer de manière sérieuse le travail des autres. Et en fin de séance, à la fin de chaque séance, donc j'ai à peu près 25 à 30 heures de cours, ça correspond à 12 à 13 séances. À la fin de chaque séance, les étudiants vont remplir une évaluation que j'appelle la note 10 sur 20. Ils sont obligés, sur une petite feuille de papier, de noter, ça se passe dans les 2 dernières minutes du cours, donc des séances de 2 heures, on utilise les 2 dernières minutes, ils vont noter sur une feuille de papier quelle est la partie de la séance que j'ai préférée et pourquoi, ce qu'elle m'a apporté, et en bas, quelle est la partie du cours ou de la séance que j'ai le moins aimée et pourquoi je me suis ennuyé ou je la trouve inutile. Et chaque étudiant est obligé de donner un point positif et un point négatif. Donc, quand il quitte la salle de cours, 50 étudiants, je récupère toujours 50 appréciations positives et 50 appréciations négatives.
Et ce sont toujours avec les appréciations négatives que j'arrive à faire évoluer, améliorer les séquences suivantes. Alors, ça, c'est de la classe renversée. Vous voyez, je finis par m'embrouiller un peu. C'est de la classe renversée. Les étudiants construisent le cours, ils deviennent professeurs, le professeur devient l'élève. Et à force d'avoir voulu transformer un peu cette classe en une sorte de petite start-up, petite entreprise qui crée de la connaissance et qui produit des chapitres, eh bien, au bout de la deuxième année, j'ai obtenu mon premier mouvement social, c'est-à-dire des étudiants qui sont venus me voir à plus de la moitié du cours. On était aux deux tiers du semestre, en me disant, et pas n'importe quels étudiants en fait, les 10 à 15% d'étudiants qui n'aiment pas l'innovation pédagogique. Donc, les étudiants qui ont provoqué ce mouvement social, cette petite manifestation, eh bien, étaient des étudiants adaptés au cours magistral, à l'enseignement académique, souvent des élèves avec de très bonnes notes, qui adorent écouter un prof, travailler chez eux, faire des fiches, répondre à des questions, connaître le programme et avoir de très bonnes notes. Et donc, ces étudiants, ça représentait 5%, entre 5 et 10% des élèves, donc sur une classe de 50, m'ont dit bon, c'est bien beau, tout ça, on aime bien, mais finalement, on a aussi envie de faire du magistral. Ce qu'ils demandaient déjà dans les séances, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu les deux tiers du cours pour me dire remettez-nous un peu de magistral, puisque dans chaque séance de cours de 2 heures, il y avait toujours des moments où on arrêtait la classe renversée 10 minutes ou un quart d'heure et je pouvais leur produire un cours magistral sur une partie du chapitre. C'était presque une réponse à leur demande. S'il vous plaît, monsieur, pendant 10 minutes ou 15 minutes, est-ce que vous ne pouvez pas redevenir un peu normal, reprendre votre place et nous expliquer un mécanisme, ce que je faisais. Et là, ce qu'on a décidé, on a quand même pris l'avis de toute la promo, et malgré le fait que seulement 10% des élèves voulaient retourner sur du classique, mais pas sur du cours classique à 100%, voulaient juste qu'on remette un peu plus de cours classiques dans la classe renversée. Donc, j'ai décidé avec eux, et je le fais maintenant depuis 5 ans et demi, de renverser, ou plutôt d'inverser ma classe renversée. Donc, de faire un peu le type 1 de la classe inversée de Marcel Lebrun, le fameux type qui dit, même faussement, le cours à la maison et les devoirs en classe. Sauf que le cours à la maison, c'était la classe renversée. Donc, on va faire des devoirs en classe, mais sur le cours que vous avez co-construit. Donc, malgré le fait que je leur proposais du type 1 de classe inversée, je n'ai eu aucun problème, aucun étudiant ne m'a dit « Monsieur, on n'a pas lu le cours, on n'a pas compris, on n'a pas eu le temps », puisqu'ils avaient déjà tous co-construit les chapitres. Et donc, les étudiants ont préparé des questions, ont préparé des mises en situation et les ont présentées à l'enseignant. Moi, ça me permettait, par exemple, de classer leurs demandes en 3 catégories. Des questions auxquelles je ne répondais pas parce qu'il était assez facile de les trouver dans la bibliographie. Des questions auxquelles je répondais en prenant des séquences de 5 à 6 minutes parce que j'étais sans doute le seul à être capable de leur donner rapidement des explications. Et puis un troisième type de questions que l'on pouvait travailler ensemble et que, par exemple, le groupe 1 pouvait utiliser en réponse au groupe 2. Donc ici, vous avez par exemple l'équipe 3 qui est en train de répondre à une question préparée par l'équipe 4 et nous allons donc construire ensemble à la fois les éléments de réponse, le brouillon de la bonne réponse, les schémas, de manière à ce que les étudiants soient en étude de cas, mais le cas étant la question d'incompréhension produite par un groupe pour un autre. Et puis, ce que je faisais souvent en cours magistral, c'était par exemple d'attirer l'attention de mes étudiants sur des sujets assez fondamentaux. Exemple, dans le cours de génétique, il y a au moins une dizaine d'incontournables, c'est-à-dire que ces prérequis-là, il les faut absolument pour passer dans le niveau supérieur, et c'était souvent des points que je focalisais dans le cours. Mais vous savez très bien que vous pouvez dire à des élèves que ce que vous allez leur raconter pendant 20 minutes ou 15 minutes est hyper important. Beaucoup d'entre eux, au bout de 2, 3, 4 ou 5, peuvent avoir décroché. Donc, j'ai utilisé une méthode que j'ai appelée l'imprégnation et qui marche assez bien. C'est-à-dire que si, par exemple, je dois expliquer à des élèves comment s'exprime un gène de bactérie, par exemple, dans un cas particulier, je ne sais pas, par hasard, le gène de l'opéron lactose, voilà, je vais leur dire, voilà, je vais vous donner 10 minutes, vous avez 10 minutes de travail par équipe, et en 10 minutes, vous allez essayer de m'expliquer par groupe le fonctionnement de l'opéron lactose chez la bactérie.
vous avez 10 minutes, je veux une définition, un schéma, une explication, et je laisse commencer le travail, 10 minutes, quelquefois 15. Seulement, au bout de 2 à 3 minutes, alors je passe entre les groupes, au bout de 2 à 3 minutes, alors qu'ils ont à peine commencé, quand je vois qu'ils commencent à rédiger une définition, trouver un schéma, je les arrête immédiatement et je leur dis stop. Finalement, j'ai changé d'avis, je vais vous le faire en 10 minutes. Écoutez-moi, ça va être beaucoup plus clair, simple et complet. Et je fais mon explication pendant 10 minutes telle que je l'avais prévue. Et là, je peux vous assurer que j'ai 100% d'attention parce que les 50 cerveaux étaient déjà enclenchés depuis 2 à 3 minutes sur l'opéron-lactose, la structure, la fonction. Et même s'ils n'avaient fait que débroussailler, commencer à travailler le sujet, eh bien, le fait que je les emmène pendant 10 minutes sur un sujet dans lequel leur cerveau est imprégné et imbibé depuis 2 à 3 minutes, eh bien, on obtient un effet maximal. Quand je dis un effet maximal, ce n'est pas juste une impression. J'ai une doctorante qui travaille avec moi, qui s'appelle June Shrishinda, dont Marcel Lebrun d'ailleurs est un promoteur de thèse, on dirait un directeur, co-directeur de thèse. Eh bien, dans le cadre de sa thèse, elle étudie le niveau d'engagement et de motivation des élèves dans les méthodes collaboratives. Donc, elle observe mes étudiants pendant la classe. Nous sommes ses cobayes, entre guillemets. Eh bien, elle note, elle numérote, elle interroge, et c'est elle qui me fait le retour que le niveau d'attention des élèves dans ces exercices collaboratifs est très fort. Alors, les étudiants ne font pas que construire le cours, ils vont construire aussi les évaluations. Donc, ils construisent les questions, ils construisent les barèmes et ils interrogent le prof. Donc, dans la classe renversée, le prof a des devoirs à faire à la maison. Donc, je n'ai plus de copies à corriger, mais j'ai des devoirs à faire. Et donc, je réponds aux élèves avec des bonnes ou des mauvaises réponses et ils doivent me corriger. Là aussi, mes collègues me disent, je ne vois pas trop l'intérêt de faire ça. En fait, il suffit de demander aux étudiants, est-ce que c'est facile ou pas d'interroger un prof? Premièrement, ils vous répondent, bah non, puisque d'abord, il faut connaître le cours, évidemment, un cours que l'on a construit soi-même, amélioré avec l'équipe. Ensuite, il faut être capable de construire une question, de construire un barème, et puis de corriger l'enseignant. Donc, la meilleure façon d'apprendre, c'est peut-être aussi d'essayer d'évaluer la compréhension des autres, et pas seulement juste d'enseigner. Donc, l'évaluation fait partie entièrement des méthodes qu'on utilise, et je classe les questions préparées par mes étudiants à différents niveaux, des questions courtes, des questions de connaissance, des questions de synthèse. En fait, la typologie habituelle du cours classique. Donc, les étudiants ont quand même des séances de contrôle continu. Donc, à des moments donnés, je peux leur donner 10 minutes de travail sur un sujet, ramasser des copies et les noter. Et j'ai introduit un petit exercice sympathique qui s'appelle la tricherie obligatoire et qui marche très bien. Les étudiants ont 10 minutes par équipe pour répondre à une question, 10 minutes, et au bout de 10 minutes, ils doivent m'envoyer leur réponse par mail. Tout mail non reçu au bout de 10 minutes donne la note de 0 à la question. Donc, les étudiants s'organisent pendant les 10 minutes, ça peut être 15 bien sûr, et au bout de 7 ou 8 minutes, donc quand il leur reste 3 ou 4 minutes avant la fin, je demande à chaque groupe de désigner l'un d'entre eux pour aller chercher les informations dans les autres groupes. Donc, ils sont connectés, ce n'est pas du contrôle de connaissances. Donc, chaque groupe peut avoir une sorte de messager qui va aller dans les autres équipes, chercher de l'information, charge à lui de la ramener à son équipe de départ, de manière à enrichir une partie de la réponse. Et le prof, qui n'est plus là pour surveiller, fait partie des ressources. Donc, dans mes exercices d'interrogation, surprise ou pas, l'enseignant devient une ressource exactement comme l'Internet, comme les livres, puisque mes étudiants aussi utilisent des livres. Donc, les étudiants doivent être capables de solliciter l'enseignant comme ressource et de lui poser des questions, je dirais, intelligentes, de manière à compléter leur copie. Voilà, nous avons aussi un type de contrôle continu qui marche super bien. Je n'ai pas trop le temps de le détailler aujourd'hui, mais vous pourrez le retrouver sur mon blog et dans des documents. Ça s'appelle le devoir surveillé, non surveillé, qui ne finit jamais. Pourquoi il ne finit jamais? Parce que les étudiants ont juste 1 heure par équipe pour remplir une copie. On leur pose une question, ils remplissent une copie numérique, la copie n'est pas ramassée au bout d'1 heure, pourtant l'épreuve dure 1 heure. Donc ils sont interrogés par équipe avec document pendant 1 heure. Les copies ne sont pas ramassées au bout d'1 heure puisqu'elles sont dans le cloud. Et pendant toute la semaine, voire les 10 jours qui suivent le contrôle continu, les étudiants peuvent enrichir leur copie, la modifier. Ils ont juste un cadre qui est donné. Donc, un peu comme l'a expliqué Marcel, une très grande autonomie, mais dans un cadre quand même qui est fixé. La copie ne doit pas dépasser, par exemple, 4 pages, maximum 2 illustrations, un lien film, et puis de la bibliographie.
Donc, si les étudiants enrichissent leur copie avec une nouvelle donnée à la maison, eh bien, ils doivent retirer des données moins performantes. Donc, la quantité n'est pas privilégiée, c'est la qualité du travail qui est privilégiée. Enfin, pour l'évaluation, eh bien, j'ai aboli dans ma classe inversée et renversée la note sur 20. Donc, je ne note plus mes étudiants avec des notes sur 20, mais je continue à leur mettre des notes collectives, mais j'utilise des scores, j'utilise des points. Donc, chaque colonne devant vous est une colonne dans un fichier Excel, une colonne qui est dans un fichier Excel, et vous voyez par exemple que plus un étudiant capitalise de points pendant mes séances, eh bien plus sa colonne augmente. Donc, je donne des points par équipe en fonction de la qualité et de la quantité de travail fourni, mais aussi du respect des livrables. Et puis, je donne aussi des bonus, jamais de malus, mais des bonus en fonction de l'implication particulière d'un élève par rapport à un autre. Donc, les étudiants ont des notes collectives, charge à eux de travailler en équipe. Si l'un d'entre eux ne travaille pas, ben, il faut le mobiliser, puisque vous avez la responsabilité de l'entièreté de l'équipe. Ceci dit, je vais quand même essayer avec eux, et je leur dis, de repérer ce que j'appelle gentiment les passagers clandestins. Donc, le passager clandestin, vous avez compris, hein, c'est l'étudiant qui profite de la dynamique du groupe pour avoir, par exemple, les 250 points qui seront transformés en notes sur 20 par la suite, mais qui ne fournit pas le travail. Donc, les étudiants vont devoir repérer entre celui ou celle qui contribue un peu moins. D'ailleurs, ils vont aussi repérer celui ou celle qui contribue un peu plus. Donc, je ne limite pas cette évaluation à la détection des passagers clandestins, mais aussi à la détection de celles et ceux qui s'impliquent davantage. Et pour cela, j'utilise un test en présentiel qui est adapté d'une méthode d'entreprise qui s'appelle le 180 degrés, une méthode qu'on pratique en entreprise. Donc là aussi, pour le résumer de la manière la plus courte possible, les étudiants vont remplir de toutes petites fiches, beaucoup plus petites que celles que vous voyez sur ce dessin, et ils vont devoir, dans un premier temps, s'auto-évaluer. Donc, ils vont s'auto-évaluer avec une grille que je leur produis, s'auto-évaluer dans quelle a été leur contribution personnelle, par exemple, dans la recherche d'informations, dans la rédaction du chapitre, dans la communication avec les autres, dans la constitution des questions, etc. Donc, il y a à peu près 5 activités liées à des compétences majeures. Ils vont se mettre un niveau de compétences. Alors, on peut utiliser des niveaux de 0 à 5, avec à chaque fois une explication, ou on peut utiliser des niveaux de type non acquis, acquis, maîtrise, expertise. Il y a plusieurs systèmes. Donc, ils s'auto-évaluent et ensuite, ils vont évaluer la perception qu'ils ont du travail des autres et non pas évaluer les autres. Donc, le test est fait en présentiel, il est expliqué, décortiqué avec les étudiants. Vous n'êtes pas en train d'évaluer vos camarades de classe, vous êtes en train d'évaluer la perception que vous avez du travail des autres par rapport au vôtre. Et donc, dans la deuxième partie du test, ils ne vont plus utiliser ma grille, ils vont juste se dire, est-ce que, par exemple, Timothée ou Mathilde, dans mon groupe, pour cette action-là, je pense qu'il travaille autant que les autres, ou alors je pense que moi, je travaille plus que lui. Voilà. Donc, ce qui fait que dans la réalité, les étudiants vont me fournir un peu des scores que je vais pouvoir ensuite moyenner. Je ne leur donne pas le résultat du test, mais j'obtiens des histogrammes. Ici, vous avez par exemple le résultat d'un 180 degrés de 6 équipes, et ça m'est égal de savoir s'ils ont des scores de 5 ou de 3. Ce qui est important, c'est le delta. Autrement dit, si vous regardez dans la première équipe, il y a très clairement un passager clandestin, parce que sa cote est beaucoup plus basse que les autres. Là, vous voyez à peu près 1, 2, 3, 4 ou 5 passagers clandestins. Eh bien, je vais croiser la perception des étudiants avec ma propre perception, puisque moi-même, connaissant les élèves et travaillant avec eux, je croise ma perception avec la leur. Je peux vous dire que chaque année, sur un groupe de 50 étudiants, j'ai toujours 4 à 5 passagers clandestins et ça croise toujours avec ma perception. La seule chose qui peut être plus intéressante, c'est que ça peut arriver qu'un étudiant que je n'avais pas repéré comme passager clandestin et le soit effectivement au vu des autres. Voilà, pour terminer, et j'en ai pas parlé aujourd'hui, ce n'était pas le sujet, mais ça pourrait faire l'objet de questions lors du débat qui va suivre cette présentation ou d'une autre présentation dans un autre contexte. Je vous ai montré un peu comment j'avais inversé ma classe renversée en classe, en présentiel, mais depuis le mois de mars de l'année dernière, enfin
de l'année dernière, de 2020, en année universitaire, eh bien, elle est passée en distanciel. Donc, monter un peu tous ces exercices collaboratifs en présentiel, elle est passée en distanciel avec des élèves confinés. Eh bien, pour la moitié de mes exercices, j'ai pu continuer à le faire à distance. Pour d'autres, ça n'a pas été possible, ne serait-ce que le test du 180 degrés, que je n'ai pas réalisé tel quel au mois de mai-juin cette année, mais que j'ai remplacé par une autre méthode qui, elle, fonctionne à distance, qui est moins performante que le 180, mais qui fonctionne très bien à distance. Donc, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, en tout cas le proche présent. Ma 7e ou 8e édition de classe renversée va démarrer au mois de janvier ici, et il y a de très fortes chances qu'elle soit hybridée, donc une hybridation présentielle-distancielle avec complémentarité des exercices. Donc, ce qui est certain, c'est que je ne ferai pas à distance exactement les mêmes types d'exercices que j'ai réalisés en présence, mais plutôt de co-construire en scénarisation avec les élèves, puisqu'ils donnent aussi leurs idées, un mode d'hybridation complémentaire. J'allais dire hybridation intelligente, mais j'entendais hybridation plutôt avec une complémentarité d'approche. Voilà, donc c'est ma dernière diapo. Et je vais profiter de cette diapo pour écouter vos questions et ensuite participer au débat avec Marcel Lebrun.